Richard Mayali, tout ce que vous voyez, c'est que des conneries, mais espèce de gros mytho de merde. Gros mytho de merde. Voilà, moi ce que je... Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien, j'espère que ça roule mes petites poules. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui se veut informative et à la fois divertissante. Il y aura peut-être des infos dont vous en avez rien à battre, mais c'est le jeu ma pauvre Lucette. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi je vous sortis une vidéo sur Nino Arial. Et demain, sujet très intéressant qui va vous plaire. Est-ce que les scénarios dans la création de contenu ne sont pas devenus la nouvelle défense? On l'a vu avec le Caramousse, on l'a vu avec la disparition de Jean Portmanov. On en parle demain 18h. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Il y a moins de 2 semaines de ça, on avait parlé des jeux d'argent, on avait parlé paris sportifs sur la chaîne principale. Là, on va parler des jeux à gratter. Regardez cette news, on en parle juste après. Pendant près d'un an, l'employé de ce bar tabac dérobe régulièrement des milliers de jeux à gratter. Donc il prenait le carnet, il avait à taper activation des jeux, sauf qu'en fait, lui, il l'activait. Et très simplement, il mettait la sacoche ici et un carnet dedans. Des centaines de carnets disparaissent pour un montant total de 126 000 euros. Pierre le gérant ne se doute de rien. Notre comptable qui disait pas, il y a des problèmes de gérance, il y a des sous qui s'en vont, comment ça se fait? Et la Française des Jeux qui vient tous les 15 jours, le commercial terrain qui vient tous les 15 jours, nous dit les voyants sont au vert, donc tout va bien quoi en fait. Grâce à la vidéosurveillance, les gendarmes remontent la piste et identifie le salarié de Pierre. Placé en garde à vue, il reconnaît les faits. Nous n'avons pas réussi à contacter l'auteur présumé. Le numéro demandé n'est pas attribué. D'après nos informations, il n'a pas encore d'avocat. Il a confié aux gendarmes être addict aux jeux d'argent. Avec un tel préjudice, Pierre n'a plus aucune trésorerie, même pas de quoi se fournir en tabac. Son affaire est aujourd'hui au bord de la faillite. L'employé risque 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende pour escroquerie. Toujours présumé innocent, il sera jugé en février prochain. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, bon, déjà, il faut noter qu'il est addict aux jeux d'argent, mais surtout, il a quasi rien gagné. 126 000 euros de jeux à gratter et quasi aucun gain. Mais c'est la Française des Jeux qu'il faut mettre en prison, là. Messieurs, dames, si vous voulez gagner de l'argent, ne jouez pas, jouez. C'est le meilleur moyen d'en perdre. Il y a quelques temps, un site très connu des proxénètes, des pédocriminels et autres tarés dans le genre, qui s'appelait Coco, avait fermé ses portes. On était en 2024 et la justice a tranché. Ce site, c'est n'importe quoi, c'est beaucoup trop dangereux. Il a été fermé, sauf que voilà, il est de retour sous un autre nom. Un forum de discussion au contenu explicite, sans identification ou vérification d'âge. Bounty, une copie conforme au site internet Coco, repère de proxénétisme et de pédocriminels, fermé en juin 2024. Suite à la clôture, Bounty ouvre 2 mois plus tard pour prendre la suite, et cela jusqu'au nom. Bounty s'affiche jusque dans son nom, dans la parfaite continuité de Coco. Pas question de laisser ce type de forum renaître. Les pédophiles, on les traquera jusqu'au bout. On ne les laissera jamais tranquilles. Internet ne doit pas être une zone de non-droit. La haut-commissaire à l'enfance annonce avoir alerté les ministères de l'Intérieur et de la Justice, ainsi qu'avoir saisi l'Arcom. L'autorité de régulation que nous avons contactée nous a confirmé avoir reçu ce signalement et avoir écrit à la plateforme dès le lendemain pour l'interroger sur sa conformité au règlement européen sur les services numériques. Mais à l'inverse de Coco, Bounty est basé en France, rendant l'enquête et la procédure plus simples. Dans le même temps, son fondateur l'assure, les modifications nécessaires comme la vérification d'âge seront rapidement mises en place. Est-ce que l'intelligence artificielle est plus performante que les médecins? Est-ce qu'il pourrait un jour les remplacer? Des questions qui vous paraissent un petit peu folles, mais quand on entend les réponses, ça fait flipper. Selon une étude américaine, en 2024, ChatGPT serait plus efficace que les médecins pour poser un diagnostic. La machine, effectivement, fait mieux que le médecin. Mais alors, depuis cette étude-là, il y en a une encore plus récente qui date d'il y a peut-être 2 mois, qui est une étude qui a été faite sur 150 médecins
versus l'IA. Et donc là, ils ont fait des raisonnements médicaux complexes sur des maladies rares ou complexes. Ils montrent aussi que là, les humains sont encore plus écrasés, quasiment d'un ratio 1:3. Souvent, il y a 2-3 ans, quand on me posait la question, est-ce que tu penses que l'IA va remplacer les médecins? Je disais, mais non, c'est sûr que l'IA va pas remplacer les médecins. Aujourd'hui... C'est bien de peut-être jumeler les deux pour l'instant. Voilà, donc pour l'instant, c'est encore plus complexe que ça, et là, je vais peut-être te faire un peu plus peur encore. Il y a une autre étude qui a été faite par Google pour un autre modèle qui s'appelle AMI, mais peu importe, où justement ils ont comparé la capacité à poser toujours le bon diagnostic entre 4 méthodes différentes. La recherche Google classique, qui marche pas très bien, le médecin qui se sert de la recherche Google classique, qui marche moyennement, le médecin tout seul, et le médecin assisté par une IA, et enfin l'IA toute seule. Et ben, il montre qu'en fait, l'IA toute seule a de meilleures performances que le médecin assisté par l'IA. Oh la vache. Alors je propose un truc, que l'IA laisse nos médecins et qu'elle remplace nos politiques. Là, on va faire des économies. Là, ça va être intéressant. Mais laissez nos médecins. Et d'ailleurs, en parlant de politique, alors, hier soir pendant le live, on a pas mal regardé l'actualité Twitter et on est tombé sur de nombreux passages de François Bayrou. Bon, je vous avoue que le chat et moi-même étions un petit peu énervés. C'est vrai que François, c'est un mec qui a toutes les qualités requises pour être détesté. Dans le domaine, chapeau, t'es un artiste. Par exemple, nous, on aurait tendance à dire que, bien effectivement, c'est les gouvernements qui dépensent l'argent des Français, qui dépensent l'argent de l'État. En fait, non. François, il nous apprend que non, c'est pas les gouvernements qui dépensent, qui gaspillent, c'est nous. Il montait à la tribune pour dire mais c'est pas assez, ça ne suffit pas. Et deuxièmement, votre formule laisse entendre que c'est les gouvernements qui dépensent l'argent. C'est pas vrai? C'est l'État là, c'est l'État. Non. Ici c'est l'État, oui. Non, ce sont les Français à qui on a mis à disposition pour les retraites une immense somme. Et vous savez que j'ai déployer des trésors de, je sais pas quoi, d'ingéniosité pour que ce chiffre apparaisse. Les retraites, ça coûte à l'État entre 40 et 50 milliards par an. Deuxièmement, pour la Sécu. Troisièmement, pour aider les entreprises. Non pas pour les entreprises elles-mêmes, mais parce qu'une grande partie de ces sommes sont faites pour que des Français qui ne pourraient pas trouver un emploi, on appelle ça l'abaissement de charges. Et justement, lors de ces face-à-face, on a eu le droit à un échange tendu entre François Bayrou et Sonia Mabrouk, qui l'a mis un petit peu devant ses responsabilités. Responsabilités qu'il a fui. Ne se rendaient-ils pas compte du travail qu'ils ont fait ? François Bayrou. Mais moi, je m'en rends compte. Au-delà des chiffres, est-ce qu'on peut parler... Non. Il y a une question importante que vous évitez depuis le début de cet entretien, c'est celle, pardonnez-moi, j'insiste, c'est celle de la responsabilité. Vous avez parlé des députés. Vos députés MoDem, M. Bayrou, ont voté tous les budgets déficitaires depuis 2017. Eh bien... Vous-même, vous avez porté au pouvoir et accompagné, et vous avez un rôle actif, un président de la République qui a aujourd'hui précipité la dette. 1300 milliards depuis 7 ans. Si je remonte à une autre époque, Monsieur le Premier ministre, à une époque pas si ancienne, un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a bataillé pour le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Et à l'époque, je me souviens très bien, vous y aviez dit, ce n'est pas comme ça qu'on va trouver des économies. Ma question est simple. Vous nous dites aujourd'hui en sincérité et en vérité que vous avez lutté contre la dette, mais vous avez voté pour la dette. Alors n'êtes-vous pas responsable de la situation en tant que les autres, Monsieur François? Alors si vous croyez que vous allez, avec le sourire et gentiment, le respect qu'on vous doit, m'entraîner à ne pas répondre à la question que j'avais proposée. Alors c'est une très bonne question qui met un petit peu dans la merde, mais si vous croyez que je vais y répondre, que nenni, que nenni. Non, vous m'avez bien eu, je suis tronché, mais je vais plutôt répondre à l'autre question, parce que sinon tout le monde va le voir. Nouveau rebondissement dans l'affaire Grégory Villemain, le petit Grégory, une affaire qui date de 1984, donc ça fait plus de 40 ans, et encore aujourd'hui, même s'il y a des pistes, ça reste un des plus gros mystères de la justice française. Eh bien, figurez-vous que l'affaire est en train de connaître un énorme rebondissement. Le bras de la justice se resserre autour de Jacqueline Jacob. La grand-tante de Grégory Villemain va bien être entendue à Dijon, ce vendredi 5 septembre, par le juge en charge du dossier sur l'assassinat de l'enfant en 1984.
Cela fait suite à une décision de la Chambre de l'instruction en juin dernier. À l'issue de son interrogatoire, l'octogénaire devrait être mise en examen pour association de malfaiteurs criminels. Plus précisément, elle est convoquée pour participation à un groupement fondé ou à une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ou délits, dont l'assassinat et l'enlèvement de Grégory Villemain. La justice la soupçonne notamment d'avoir proféré des menaces de mort et d'avoir passé des coups de téléphones anonymes à la famille Villemain. Des experts graphologiques l'ont également désigné comme l'un des corbeaux à l'origine des fameuses lettres anonymes reçues par les époux Villemain avant et après la mort de Grégory. À ce jour, Jacqueline Jacob nie l'envoi de ces lettres. Il y a quelques jours, pendant un de ses lives, Alain Soral s'en est pris assez violemment à Idriss Aberkan. Il me fait penser d'ailleurs, je le compare au petit Juan Branco. Tu sais, les mecs qui mettent en avant leur diplôme, et quand tu regardes leur diplôme, tu vois que c'est des trucs chercheurs assistants dans une université américaine. Enfin, tu vois, je peux prouver que Juan Branco n'a aucune formation de juriste. Aucune, tu vois. C'est que du pipeau. J'ai vérifié avec des vrais juristes, hein. Attention, des mecs qui ont passé des années et des années à faire du droit sérieux, tu vois. Voilà. Et Idriss Aberkan, il a ce côté plus sympathique que Branco, qui est quand même un fils à papa, alors que l'autre, il vient quand même de la banlieue, tu vois. Et il a ce côté amusant et charmant en même temps, tu sais, qui est le mec qui est sorti de la banlieue, qui s'est acheté un costard et qui vend des Mercedes d'occasion en plaque allemande, tu sais. Le côté, tu sais, la chemise mauve, tu vois, le costard. Et moi, je veux dire, qui suis un marginal et qui est une jeunesse très difficile, je respecte les mecs qui s'en sortent intelligemment. Ouais. Après, il y a une petite dimension, je te dis, marchand de bagnole d'occasion issu de la banlieue, tu vois, sur ses diplômes, machin, son côté pluridisciplinaire, tu vois, poudre aux yeux. Mais d'abord, je crois qu'il m'a jamais fait chier, il m'a jamais attaqué. Je respecte les... Il a un impact positif pour la oui, lutte. Oui. Et il démontre à des mecs de banlieue qu'il y a d'autres manières de s'en sortir que d'aller faire chier avec les indigènes de la République, tu vois, payés par le CNRS, tu vois. Alors encore une fois, je suis pas du tout pro Alain Soral, faut juste comprendre que le principe des vidéos d'actu, c'est de mettre des vidéos qui vont faire réagir, c'est le cas. Pour en revenir à Idriss Aberkan, c'est un sujet qu'on m'a beaucoup demandé, mais Idriss Aberkan, il est très procédurier. Vous faites une vidéo sur lui, bam, tribunal, direct. C'est un truc de fou. Donc pour l'instant, je vais laisser se tasser un peu l'affaire Nino Arial, et on verra dans le futur. Par contre, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Est-ce que pour vous, c'est un escroc, c'est un mytho? Est-ce que tout est vrai? J'ai eu ça un petit peu de loin. Il y a pas mal de théories autour de ça. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Sur M6, dans l'émission « Et si on se rencontrait ?» Alors le concept de l'émission, c'est deux personnes qui ont craqué l'un sur l'autre virtuellement, on va dire. Et le principe de l'émission, c'est de les faire se rencontrer. Lors d'un épisode, on a eu Nadia qui a rencontré Armando. Et la rencontre, elle était incroyable. Dans le monde du divertissement, c'est ce qu'on appelle le poulet. T'as une quoi comme voiture? Une voiture d'occasion. Ah là, t'as une voiture d'occasion là? C'est mieux que rien. Je pourrais pas monter dans une petite voiture. Ah, zut. J'ai une petite voiture, moi. Ah. 2 places. 2 places en plus. Ouais. Et tu pourrais changer de voiture ou? Ouais, je pourrais. Mais il faut que j'en parle à mon banquier d'abord. Tu pourrais t'acheter quoi? Une belle voiture, hein? Ah, une belle voiture, bah, les dernières voitures électriques, là, c'est pas mal aussi. C'est dans l'écologie, il faut rester... Tu es un peu pour le... Non, tu n'es pas pour le... Non, tu n'es pas avec l'écologie. Non. En fait, moi, on m'appelle le V12. Le V12, c'est quoi ça? Ah, c'est comme les moteurs. Voilà. Le moteur. Le moteur V12. Tu démarres au quart de tour ou tu as une diesel? Non, non, je démarre au quart de tour. Oh, t'es très voiture, toi. V12, voiture. Voilà. Nadia, je pense qu'elle aime tout ce qui brille. Elle aime les belles choses, elle aime les beaux endroits, les belles voitures. C'est son droit. Mais je pense qu'il faut que je lui fasse comprendre que moi, je roule pas sur l'or. Après, moi, je suis direct. Hein. C'est, voilà, comment je vais dire. Est-ce que tu as des quichetas ou pas? Hein? Des quichetas, t'en as ou pas? De l'argent, t'en as ou pas? Ah, de l'argent. Des sous? Oui, des sous. Hein. Du flouze. Du flouze. Du flouze. Des quichetas. Non, j'en ai pas de côté. Donc tu peux pas assumer une femme. Au moins, Nadia, elle est cash, on peut pas lui enlever ça. On a un point commun, Nadia. Moi aussi, on m'appelle le V12. Quand je dors, ça ronfle un peu, quoi. Dimanche 7 à 8 a consacré un sujet à la disparition de Raphaël Graven, aussi connu sous le nom de Jean Portmanov. Et lors de ce reportage, on a pu avoir notamment le témoignage du frère de Narutovi. JP, c'était le gas qui devait s'énerver
pour créer justement des scènes rocambolesques. Il y avait Safine qui était là pour venir l'embêter, justement, essayer de le faire sortir de ses gonds. Il y avait Owen qui avait le côté un peu, le rôle qu'on lui donnait, c'était dictateur, provocateur, qui faisait que les vidéos marchaient après, parce que sur les réseaux, les gens s'indignaient. Et plus on suscitait de la réaction des gens, plus notre contenu marchait et on avait de la visibilité. Mais au détriment de JP alors? Parce qu'on le voit non, pas du tout. Crier, se faire frapper, se faire étrangler. Oui, mais c'est pas des vrais étranglements, c'est pas des vrais... Il a l'air de souffrir quand on le voit. Bah, c'est le but recherché. Il souffre? Qui donne comment dire, l'apparence de souffrir sur le truc, il crie extrêmement fort, il surjoue un peu. Après, c'est vrai que quand on vous attrape, on vous jette de l'eau et tout, genre casse-couille. C'était ce qu'on cherchait, ce côté trash, ce côté borderline, c'était notre fond de commerce. Est-ce que ça n'allait pas à l'encontre de la dignité humaine envers JP? Est-ce qu'il était vraiment consentant pour tout ça? Alors, est-ce qu'il était consentant? Lui, il répond oui. Bon, c'est facile. En même temps, Raphaël Graven ne peut plus répondre. Mais par contre, on a des indices. Sa maman a également témoigné lors du reportage. Et voici ce qu'elle a partagé. J'ai l'impression d'être séquestrée avec leur concept de merde. Je veux me barrer, autre il veut pas. Tu vas les 5 derniers jours avant sa mort, les appels à l'aide sont quotidiens. Owen me saoule. Voilà. Et c'est terminé, c'est les derniers mots qu'il a dit. Il les a dit le dimanche 17 août à 20h53. Ces derniers mots qu'il m'a écrits. Voilà. C'est inquiétant comme message quand même, non? Oui. Oui. Donc le scénario, il a bon dos et c'est pour ça qu'on va en parler demain 18h sur la chaîne Mousse. Il y a une autre personne qui a fait polémique il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on avait un petit peu oublié. Et cette personne a fait son retour. Comme attendu, au final, on savait qu'il allait revenir. Et cette personne, c'est Ramos. J'ai gardé le silence durant tout ce temps. C'est d'abord par respect pour le deuil, pour cette période épouvantable, et surtout parce que j'ai le cœur brisé. Mehdi était pour moi mon ami, mon pote, mon frère, mon beau-frère et le parrain de mon fils. Jamais je ne lui ai souhaité de mourir. Jamais. On a eu nos hauts, nos bas, nos chamailleries, nos disputes comme dans toutes les familles, mais jamais je n'ai souhaité qu'il termine ainsi. La plupart des vidéos que vous voyez circuler sur Internet dans lesquelles on se dispute, c'était des mises en scène. Dans lesquelles on se mettait d'accord, Mehdi et moi, avant, pendant et après, au téléphone. Chacun, on se donnait des vannes respectives pour les mettre dans nos vidéos afin de justement faire parler toutes celles et ceux qui voulaient à tout prix nous voir, nous déchirer et nous insulter sur Internet. Avec Mehdi, nous n'avons eu qu'un seul clash officiel. C'est ce clash qui a été déclenché par sa copine de l'époque et qui nous avait conduit à avoir des rancœurs. Par exemple, je n'ai jamais dit à Mehdi de mettre fin à ses jours dans un live. C'est totalement faux. C'était un live dans lequel je m'adressais à une femme qui avait laissé son bébé en plein hiver sur un balcon durant plusieurs heures. Et elle était venue m'embêter sur mon live, donc je lui avais répondu de manière certes très maladroite, mais en lui disant ça comme pour lui dire d'aller se faire voir. C'est comme tous les pranks qui ont été découpés avant la fin pour me diaboliser. Alors, il faut quand même qu'il se rende compte qu'il n'a besoin de personne pour être diabolisé. Il y arrive très bien tout seul. Maintenant, quand je vais dire à une personne d'aller se faire voir, je vais lui dire bah, jette-toi de la fenêtre, va te suicider. La manière de se défendre est toujours désastreuse, du grand Ramos. Mais ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'il utilise la même carte que Owen et Safine. Tout est scénarisé. Tout était scénarisé. Ouais. Sauf qu'il y a plein d'éléments qui nous montrent le contraire. On en parlera demain. Mais c'est quand même facile de dire ça alors que malheureusement, Mehdi n'est plus là pour le confirmer. En tout cas, son retour a énormément fait réagir, notamment du côté des personnes qui n'aiment pas Ramos, et il y en a beaucoup. Et justement, Amandine Pélissard s'est exprimée à ce sujet et a donné des petits éléments qui montrent le mensonge de Ramos. Alors attention, je ne place pas Amandine Pélissard comme une référence, mais voici ce qu'elle a dit. Mais dites-moi que je rêve, il n'a pas osé dire ça. Oh, il y a 15 pages sur ta gueule avant qu'il donne fin à ses jours. 15 pages. 15 pages écrites sur ta gueule. Et tu parles de chamaillerie et que c'était de la mise en scène. Mais t'as pété les plombs. Il y avait un... Putain, non mais j'en perds mon latin, putain. Il y avait un live qui a eu lieu peu de temps avant où tu voulais faire une cagnotte pour qu'il s'achète une corde. Allô, on parle de la mort d'un homme, d'un papa, d'un fils, d'un oncle, d'un ami, d'une personne chère à plein de gens.
Puis machin, là, t'es là, l'arrivée avec ton brushing, là. Toi, t'arrives là avec ton brushing à 70 degrés, là. En mode, non, c'était que des chamailleries. Tout ce que vous voyez, c'est que des conneries, mais espèce de gros mytho de merde. Gros mytho de merde. Voilà, moi, ce que je te dis, gros mytho de merde, R, Ramos. Tu vois, je te le dis, t'es un gros mytho de merde. Et on en parlera demain. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez une vidéo sur le cas Ramos, le cas Jean Portmanov. On va parler des scénarios. Est-ce que c'est pas devenu la nouvelle excuse à tous ces drames? On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain sur la chaîne Mousse et mercredi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue.